Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de novembre 2025. Je pense que je disais déjà ça le mois dernier, mais quel chaos. Novembre, chaos. De toute façon, cette rentrée chaotique est en train de devenir une fin d'année chaotique. C'est le chaos le plus total. Je filme cette vidéo, nous sommes le 13 décembre. Autant dire que novembre, voilà, ça commence, que novembre, c'est bien loin. Mais on va au bout du rêve. Un bilan culturel par mois, donc novembre 2025. Novembre a commencé en Islande. La vie de rêve. Avec la Reine des Neiges, puisqu'on était en Islande, c'était très vibe Reine des Neiges, Arendelle, les aurores boréales, le froid est pour moi le prix de la liberté, vous voyez. Donc on a regardé la Reine des Neiges, et en fait, je l'avais pas vu je pense depuis que je l'avais vu au cinéma, genre en 2013-14, et en fait je l'ai trouvé super. Il manque beaucoup de précision quand même, il y a des trucs narratifs qui sont pas du tout précis, et tout va un peu vite dans ce qui se passe, genre dans comment les événements se déroulent, mais nonobstant, je l'ai trouvé plutôt bien. Je comprends pas pourquoi tout le monde hate ce film. Je pense que les gens l'aiment pas parce que Libéré délivré est dans la tête de tout le monde depuis 15 ans maintenant, 10 ans, et que ça rend ouf, mais j'ai trouvé le film super. Je pensais pas parler aussi longtemps de la Reine des Neiges, dans le bilan par exemple. Ensuite, j'ai vu Prendre soin, une pièce de théâtre d'Alexander Zeldin. C'est une pièce de théâtre qui met en scène des professionnels, des travailleuses, agents et agentes d'entretien pendant leur service de nuit, je crois, de très tard le soir, dans une entreprise, une usine qui fait de la viande, je crois, un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant sur ce que ça raconte, mais j'ai pas du tout été convaincue par la façon dont ça me l'a raconté. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Hunger Games l'embrasement, Hunger Games la révolte partie 1, Hunger Games la révolte partie 2, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai relu tous les Hunger Games cet été, j'ai lu les 2 nouveaux livres à la rentrée, et depuis j'avais très envie de revoir les films, et je dois dire que les films sont vraiment pas bons. En vrai, je les ai regardés en y mettant toute la bonne volonté du monde et en me disant, de toute façon je suis pas objective donc je les trouvais super. Même comme ça, ils sont pas super. C'est pas vrai, les films sont pas très bons, mais cet univers, je le trouve tellement exceptionnel, ces personnages, j'y suis tellement attachée qu'en fait j'ai passé un trop bon moment. En termes de cinéma, c'est pas bon, c'est pas très réussi, c'est pas exceptionnel. Mais j'ai adoré les voir, les revoir et du coup découvrir le dernier que j'avais jamais vu. Et franchement, je sais pas, c'était super et je pense que je ne m'en lasserai jamais, même si c'est pas du grand cinéma, même aujourd'hui que je peux avoir un regard, par français, alors que je peux maintenant avoir un regard plus critique sur le film en tant qu'objet, et ben en fait je le trouve toujours super. C'était super. Ensuite, on poursuit, rappelons-nous, le grand rêve Marvel Cinematic Universe. Je pense qu'on peut y arriver. J'ai vu Les Éternels, que j'ai trouvé naze. J'ai vu Spider-Man No Way Home. No offense. Mais, hormis le fanservice, moi en fait je suis pas concernée par le fanservice. Je n'ai pas vu les Spider-Man précédents, avec les autres acteurs. Donc j'ai pas du tout cette attache émotionnelle à l'univers de Spider-Man et aux acteurs. Ni aux méchants, aux personnages, aux machins, aux histoires des Spider-Man qui ont été faits avant Tom Holland, ok? No offense, mais hormis le fanservice, à quoi il sert le film? Voilà. J'ai pas passé un mauvais moment parce que j'aime bien cet univers, voilà, Peter Parker je le trouve cool. Enfin, c'est cool, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas un supplice, contrairement aux Les Éternels, c'était un peu un supplice par exemple. Spider-Man, c'était pas un supplice, mais à quoi ça sert? Voilà. Ensuite, j'ai vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En vrai, je l'ai trouvé ok. Je crois que je l'aime de plus en plus, Doctor Strange, comme personnage. Donc, c'était plutôt chouette. Ensuite, j'ai vu Incommune, un spectacle d'Ambra Senatore que j'ai trouvé très juste, très fin, très intelligent, très pertinent, très bien écrit, très généreux dans ce que portent les interprètes au plateau, dans comment c'est écrit, comment c'est pensé. J'ai trouvé ça d'une générosité rare. J'ai assisté à une rencontre avant avec la chorégraphe que j'ai trouvée... Je suis un peu amoureuse d'Ambra Senatore depuis longtemps, mais alors que j'avais jamais vu son travail. Mais là, vraiment, dans son discours, je la trouve assez exceptionnelle. Elle est d'une humilité et d'une générosité en tant que personne qui est vraiment hors pair. Voilà, une belle personne, genre magnifique personne dans tout ce qu'elle porte, je trouve, et au plateau, je trouve que ça se sent dans son écriture et dans la pièce qu'elle nous présente. Je suis restée quand même un peu frustrée parce que quand j'ai des pièces que je trouve extrêmement précises, extrêmement... vraiment très réussies, très justes, je veux en voir plus, et notamment j'aurais voulu plus de danse qui danse. La danse, elle était nichée partout, dans tous les mouvements, dans tous les déplacements, dans tout, même dans les mots, parce que c'est assez théâtralisé, il y a pas mal
discours, enfin de paroles portées. La danse, elle était même dans les mots, dans la parole, dans le débit, etc. Mais ça me manque, j'aurais tellement voulu voir plus de danse danser. Tu te calmes. Ensuite, j'ai revu En tranquille de Charlotte Rousseau, que j'ai trouvé super, mais dont j'ai déjà parlé. J'ai revu de Fouad Boussouf, que j'adore, mais que j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé. J'ai revu Jeu de corps de Taya Skorokodova, qui est un très jeune public, même chose, dont j'ai déjà parlé parce que je l'ai déjà vu. J'ai vu Potomitan de Jade Lada et la compagnie Scandale, donc là c'est pour les spectacles, parce que j'en ai vu pas mal dans le cadre d'un festival. Potomitan, j'ai adoré. Je trouve que les interprètes sont exceptionnels, brillantissimes, magnifiques, et que l'écriture des corps que la chorégraphe propose, elle me donne quelque chose qui me parle physiquement, ça me touche, ça me traverse. C'est un état que j'ai envie de traverser avec les interprètes, les danseuses au plateau. En fait, Jade Lada, elle parle beaucoup de son travail. Donc, je connaissais déjà un petit peu son travail, et du coup, je connais l'histoire de la pièce. Et je me demande si ça gagnerait pas à être un peu moins explicite. En fait, Potomitan, la figure de la femme potomitante, c'est en gros le propos du spectacle, il est vraiment assez détaillé et assez clair, et parfois je me suis demandé si j'aurais pas préféré découvrir la pièce en ne sachant pas toutes ces infos sur le spectacle, sur Jade Lada, sur comment elle l'a pensé, etc. Parce que je crois que j'aurais voulu être un peu plus vierge pour le découvrir, tant pis, mais ça m'a interrogée sur toujours ce degré d'information qu'on veut ou qu'on veut pas avoir sur une création avant de la voir, après l'avoir vue, etc. Mais c'était super. Et enfin, j'ai vu Memento de la compagnie Mazel Fretton. J'ai vu un spectacle de tectonique. Voilà, moi c'est ce que je retiens de cette expérience de spectacle vivant, c'est de la danse et de la musique électro. Et en fait, la danse électro, pardon, mais appelez ça comme vous voulez, c'est de la tectonique. C'est de la tectonique née sur les internets en 2006, enfin c'est de la tectonique. J'ai vu un spectacle de tectonique, je ne pensais pas dans ma vie un jour pouvoir dire « Ouais, ce week-end j'ai vu un spectacle de tectonique ». C'est iconique. C'est iconique. En vrai, j'ai trouvé tout un peu simple. J'ai passé un bon moment. C'était généreux, ça danse, c'est de la danse qui danse. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais, vu que je suis snob du spectacle vivant et de la danse surtout, je trouve que tout est un peu facile. Et je suis même snob à un endroit que je ne maîtrise pas du tout, à savoir la musique électro. C'est-à-dire que moi, je ne connais rien en musique électro. Mais pour autant, ce que j'ai entendu, les propositions musicales qui m'ont été faites dans le spectacle, même moi qui n'y connais rien, je les ai trouvées trop simples. Et j'ai trouvé que c'était dommage pour un spectacle de danse et de musique électro de ne pas aller dans davantage d'exigence à l'endroit justement de l'électro, à l'endroit en l'occurrence de la musique. Ça ne veut rien dire ce que je raconte. Mais j'ai trouvé que c'était trop facile, trop évident, pas trop accessible, c'est pas le mot, mais j'ai trouvé que c'était facile. Voilà, facile pour moi c'est un peu le mot. Ce spectacle il est facile. Mais facile dans le sens de faites un effort. Pas facile à recevoir parce que c'est super, plus les spectacles sont faciles à recevoir, mieux c'est, je trouve, parce que plus c'est généreux et plus c'est universel, etc. Et c'est très bien. Mais j'ai trouvé que c'était facile dans ce que ça a été fait, genre, comment ça a été fait, genre, faites un effort. Allez un peu plus loin dans votre processus artistique. Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi ma quête musicale, rappelons-le. Rappelons-nous, écouter des albums pour un peu me faire une oreille musicale, apprendre à écouter de la musique, prendre le temps d'écouter de la musique, que le temps de l'écoute de l'album soit un temps dédié, arrêter que la musique soit un bruit de fond, mais vraiment prendre le temps de la musique enregistrée comme pratique culturelle. C'est pas facile du tout, c'est vraiment très difficile de faire que ça, de pas laisser son esprit divaguer, de se concentrer sur la musique. Moi quand j'ai pas de support visuel, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. Mais je continue donc cette aventure. J'ai écouté Abbey Road des Beatles, Breakfast in America de Supertramp. Et l'idée aussi, donc ça c'est des albums que j'ai découverts, et l'idée aussi c'est de réécouter des albums que je connais et que j'aime bien, mais en prenant ce temps de la musique. Donc j'ai réécouté All My Demons Greeting Me as Friend d'Aurora et La Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Voilà, je suis contente en vrai de cette avancée. J'écoute pas non plus 14 albums, mais c'est pas le but. Je souhaite pas me saturer particulièrement. Mais je suis assez contente de ce que ça donne jusqu'ici. Ensuite, j'ai vu... oh là là, j'ai vu The Next Level Hans Zimmer Live, qui est le concert que Hans Zimmer a proposé cette année en tournée, et qui était à la Défense Arena. Je vous explique. Moi, j'ai pris les places il y a plus d'1 an, que j'avais offert à mon frère notamment. Je m'attendais à voir un concert symphonique des BO de Hans Zimmer
avec un orchestre symphonique donc, dirigé par Hans Zimmer. En fait, il s'agit de Hans Zimmer qui a composé un petit band d'artistes qui font notamment de la musique électronique, mais pas que, enfin des instruments électronisés, genre. Il a réécrit ses morceaux pour tout électroniser. Il a mis des grosses basses qui font boum boum dans une acoustique cata qui est celle de la Défense Arena. Et du coup, le gap entre mes attentes et la proposition qui a été faite est monstrueux, fut monstrueux, donc forcément décevant. Ça n'a pas empêché qu'il y ait quelques quand même grands moments de grâce, notamment le moment du Roi Lion, où en fait la voix du Roi Lion, la voix de l'histoire de la vie, genre le monsieur était là. Et ça, moi, quand il a lancé la note, ça m'a fait vraiment un choc, genre, voilà quoi, ça a été vraiment un grand moment de grâce, etc. Mais ce qu'il a fait de Dune, par exemple, alors même que la chanteuse était là aussi, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais, je ne m'en remets pas tellement c'était mauvais. Et vraiment, tout a été vachement boum boum boum. Pour moi, il y a quelque chose de lyrique, il y a quelque chose d'orchestral, de grandiose, d'épique dans les BO de Hans Zimmer qui, à mon sens, se sont complètement perdus dans ce concert et dans ses propositions électroniques qu'il a faites et qu'il a pensées. Voilà. Donc j'ai été déçue. Surtout au prix où on avait payé les places. Ensuite, c'est fini? Bah dis donc, elle est allée vite la dame. Parce que j'ai regroupé pas mal de choses, mais on en a terminé. Bah dis donc. Ah non, je suis allée une fois au cinéma, j'ai vu les rêveurs d'Isabelle Carré. Au début, j'étais un peu en mode on s'ennuie, c'est pas très bon comme film, je trouve. En tout cas, ça me plaît pas trop. Il y a rien qui me capte dans l'image. Les actrices, je suis pas hyper convaincue. L'histoire est intéressante, mais ça m'a pas trop capté tout de suite. Et une fois que je me suis sentie investie dans cette histoire, ça a été la débandade émotionnelle totale, parce que j'étais très investie. J'étais très investie émotionnellement dans les personnages, dans ce qui leur arrive, dans le discours et dans ce que ça raconte. C'est un film qui est quand même hyper intéressant et important sur ce que ça raconte sur la psychiatrie chez les très jeunes gens, et enfin la maladie psychiatrique chez les très jeunes gens, à une époque où l'hôpital psychiatrique n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, même si je pense qu'il a encore beaucoup de failles aujourd'hui, mais c'était quand même un monde. Il y a quand même un monde entre les époques, à l'endroit de la psychiatrie, et notamment des jeunes gens, a priori. Bref, donc en fait, je trouve toujours pas le film hyper bon, et hyper bien, mais en même temps il m'a tellement touchée que je peux pas faire comme si il était naze et comme s'il était nul et à jeter à la poubelle. Parce que j'ai quand même vécu un truc hyper intense en le regardant, mais pour autant, est-ce que je le conseille? Oui. Est-ce que je dirais que c'est un super film? Peut-être pas. Voilà pour ce bilan du mois de novembre 2025.